Nous allons aborder le deuxième aspect de ces chemins de la création, une table ronde. Cette table ronde, comme c'est encore marqué ici, va réfléchir sur les relations entre la bande dessinée et le cinéma d'animation. Pour animer cette table ronde, où il y aura 3 intervenants, il y a un médiateur que je vous présente et qui s'appelle François-Jean Goudot, qui est directeur de la médiathèque de Mazé. Mazé est une petite ville entre Saumur et Angers, pas très loin d'ici, qui a un pôle important consacré à la bande dessinée. Je vous laisse la parole. Très bien, d'emblée. Bien, parfait. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette rencontre. Je remercie d'ailleurs à cette occasion Xavier Kawatopor pour m'avoir invité à la modérer. En sachant, comme vous l'aviez pu le lire, que la bande dessinée, effectivement, le cinéma d'animation sont 2 arts qui communiquent depuis leur naissance. Alors, non pas parallèles, comme l'indique de façon erronée ce petit document, mais bien en effet depuis la naissance de la bande dessinée dite moderne, née au début du XXe siècle, lors de l'essor de la presse nord-américaine et de l'émergence d'une création séquentielle qui s'est alors véritablement jouée et usée de ses codes spécifiques, comme l'ellipse ou le phylactère. Au même moment, ou presque, où Emile Cole va réaliser son premier film d'animation, Fantasmagorie, en 1908. Le pionnier du 9e art moderne, Winsor McCay, que vous connaissez évidemment, avec son révolutionnaire Little Nemo in Slumberland, va lui emboîter le pas dès 1909 en adaptant en version animée son petit garçon rêveur de formidable et poétique façon, avec 4000 dessins. Depuis, les adaptations n'ont cessé d'abonder. On en connaît de nombreuses. Dans le sens inverse également, puisque dans le cas de Félix the Cat, c'est d'abord un dessin animé, donc créé par Otto Messmer en 1919, avant d'être adapté en bande dessinée en 1923 par le même auteur et ancré par son producteur Pat Sullivan. Alors depuis, évidemment, quelques exemples très rapides. Vous avez eu le personnage de Fritz the Cat, donc créé par Robert Crumb, c'était le premier personnage qu'il a créé en 1959, puis adapté par 2 fois au cinéma à partir de 1972 par Ralph Bakshi. Vous avez évidemment une œuvre célèbre, celle de Hayao Miyazaki avec Nausicaa de la vallée du vent, qui est un peu une frustration de Miyazaki, puisque à cette époque-là, on l'empêchait un peu de tourner, donc il avait d'abord imaginé sous forme de manga en 1982, avant que ça devienne un film en 1984. Évidemment, le célèbre Persepolis, édité en 4 tomes à l'association entre 2000 et 2003 et adapté au grand écran avec Vincent Paronneau, qu'on connaît sous le nom de plume en bande dessinée de Winchlus en 2007. Ou encore Big Hero 6, donc, qui est un comics créé en 1999 et qui va devenir un long métrage sorti sur les écrans français en 2015 et depuis qui est devenu un manga, donc qui a été adapté. Bref, plein d'exemples. Le passage, en effet, de l'un à l'autre aujourd'hui semble un exercice aisé, voire évident. Les points de rencontre entre les 2 disciplines sont nombreux, mais ce voisinage étroit cache aussi des questionnements et des difficultés lorsqu'il s'agit de transposer, adapter ou décliner une œuvre. Voilà, et donc à partir de quelques exemples et expériences, on va essayer de délimiter quels sont les enjeux, les pièges comme les vertus de l'adaptation animée pour les auteurs. Et j'en parle enfin des 3 auteurs présents et réalisateurs du coup à cette table ronde, en commençant par Marion Montaigne. Bonjour. Voilà, Louis Clichy. Bonjour. Et Émile Bravo. Bonjour. Une petite présentation rapide, puisque le temps va nous être évidemment compté. Marion Montaigne, donc Marion, tu es née à l'île de la Réunion, puisque c'est à chaque fois dans les biographies officielles, en 1980. Tu as fait des études d'art à l'atelier de Sèvres, puis à Estienne, et ensuite 2 ans au Gobelin, en compagnie de Louis Clichy. Vous étiez camarade de classe, même délégué inutile, selon tes dires. C'est vrai ? C'est vrai. Exactement. Tu as ensuite travaillé pour l'atelier de Serge Elissalde, un peu,
donc, au sein du studio Folimage, hein, c'est ça? Ah non. Non, pas toi. Moi. Allô? Oh. Serge Lissalde et derrière, vous avez dit quoi? Folimage, non mais Serge Elissalde qui a Ah oui, réalisé d'accord. des Oui, studios pardon. pour le studio Folimage. Ensuite, tu pars 2 ans à Angoulême où tu commences à y dessiner La vie des très bêtes, qui aujourd'hui réédité chez BD Kids, c'est bien cela. Et début d'une collaboration à une excellente mais trop tôt disparue revue qui s'appelle Capsule Cosmique, qui était absolument extraordinaire, qui révolutionnait un peu la bande dessinée jeunesse à l'époque. C'était dirigé par Gwen de Bonneval. Et d'ailleurs, ça va être avec lui que tu vas sortir Panique Organique aux éditions Sarbacane. Tout à fait. Très bien. En 2008, ça va être la création du blog Tu mourras moins bête. C'est bien ça, il faut me dire si je dis des bêtises. Non, mais si, tout est bon. Tout est bon pour le moment. Où ce sont des bandes dessinées de vulgarisation scientifique pour ceux qui ne connaissent pas encore cette œuvre absolument recommandable, publiée d'abord chez Ankama, puis chez Delcourt, qui va obtenir différents prix, dont le prix du public au Festival d'Angoulême 2013. Également des participations autres, avec une bande dessinée là, de vulgarisation sociologique, avec les sociologues bien connus, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot sur les riches. Ça, je vous recommande chaudement. C'est vraiment très, très bon. Et en plus, c'est très drôle et vous allez apprendre plein de choses le jour où vous gagnerez au loto. Donc, on ne sait jamais, ça peut arriver. Et également une participation. Alors, je vous mettrai quelque chose de propre parce que Marion a amené son matériel. Elle est également scénariste pour la série Mandarine & Co, qui est une adaptation de la bande dessinée Chico Mandarine de Jacques Azam, et qui est réalisée par Pierre Volto, qui se trouve juste ici, voilà, et qui se trouve également être le mari de Marion Montaigne. Voilà. Dit comme ça, voilà, on va préciser. Hein. Copinage. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, Tu mourras moins bête a été adapté sous forme d'anime de 30 épisodes de 3 minutes, c'est bien cela, Ça. et sera diffusé sur Arte tout le mois de janvier prochain. Donc, on vous laisse découvrir en avant-première, même si sur le site d'Arte, vous découvrez déjà 5 épisodes, c'est bien En cela? ligne sur Arte Créative, ouais. Oui, voilà. Donc, regardez. Ça marche bien. Ça marche très bien, hein, vous le voyez. Que se passe-t-il? C'est peut-être parce que Marion a débranché ma clé USB tout à l'heure. Cette clé, non? Non. Très gênant. Oui, j'ai extrait tac. Non, mais c'est bien, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. T'es sûr que tu l'as? Non. Non, mais sinon, on passe à... Bon, je l'avais, mais tout à l'heure, ça fonctionnait, mais depuis qu'elle a été débranchée, voilà, bon, qu'importe. Et je vais vous présenter le reste de nos camarades également, avec Émile Bravo, ici, donc, qui est né en 1984 à Paris. Il va faire ses premières armes en bande dessinée avec son ami d'enfance Jean Regnault, avec qui il va créer Ivoire chez Magic Strip et Alexis Strogonoff chez Dargaud au début des années 90. Et ensuite, il va rencontrer ce lien d'amitié avec de nouveaux explorateurs très connus aujourd'hui dans la bande dessinée qui s'appellent Johannes Farr, Christophe Blain, Emmanuel Guibert, et avec qui il va fonder l'Atelier des Vosges. C'est surtout grâce à sa série Les épatantes aventures de Jules, que vous avez sur l'écran à droite, qu'il va toucher le grand public et obtenir le prix du meilleur jeune scénariste lors du Festival d'Angoulême 2002 avec le prix Goscinny. Et il va développer d'autres séries comme la série des 7 ours nains publiée au Seuil Jeunesse, qui a connu 4 volets, et également Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, qui va être multiprimé et porté à l'écran en 2013, réalisé par Marc Boréal et Thibaut Châtel. Il sera nommé au César 2014 dans la catégorie meilleur film d'animation. Là, c'est absolument catastrophique parce que voilà,
Bon, bref. C'est... L'animation. Oh là là. Ensuite, il va développer une vision très personnelle d'un Spirou, le journal d'un ingénu, donc en 2010, dans une ligne très claire, très RGN, et qui a classé à côté des meilleurs opus de Franquin. Maintenant, Émile travaille à l'atelier La Piscine, un atelier d'illustrateur, a réalisé l'univers graphique des Grandes Vacances, une série animée réalisée par Paul Leluc et dont les 10 premiers épisodes ont été diffusés sur France 3 au printemps dernier. Et il travaille également sur un nouveau Spirou. Voilà, c'est ça. Pour finir, donc ça c'était Émile, Louis Clichy. Donc après quelques années d'histoire à la Sorbonne, tu as intégré les Gobelins, donc en compagnie de Marion. Et tu vas te diplômer avec le film Joranessi, qui sera un des génériques d'ouverture projeté lors du Festival international du film d'animation d'Annecy en juin 2002. Et tu intègres ensuite la société Cube, pour lequel tu écris, réalises et animes seul À quoi ça sert l'amour, voilà, que vous avez à l'écran sur une musique d'Edith Piaf. Et le succès fulgurant du film, dit-on, t'ouvre les portes de la réalisation et suscite l'intérêt de Pixar. Tu vas rejoindre le studio américain comme animateur pendant 2 ans, où tu vas travailler sur les 2 films suivants, Wall-E et Up, donc là-haut, avant de revenir en France et de reprendre ton activité de réalisateur chez Cube, en réalisant notamment quelques publicités, un clip pour Louise Attaque. C'est bien cela? Oui, le clip, c'était Shady. Mais... D'accord. Et M6 Studio t'offre en 2010 de réaliser ton premier long métrage d'animation avec Alexandre Astier. Ouais. Une adaptation d'Astérix en 3D, Le Domaine des Dieux, qui sera diffusée en novembre 2014. Et aujourd'hui, apparemment, tu travailles sur de nouveaux et importants projets, mais on n'a pas le droit d'en parler. Donc, oui, un éventuel opus, deuxième opus d'Astérix, effectivement. D'accord. Éventuellement. Très bien. Donc, on va revenir à Marion, et puis je suis désolé, on va passer de cette façon-là. Donc, logiquement, ça devrait beaucoup mieux marcher. Voilà. Tu vois les prix Nobel et les savants feraient très voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbucale et pense en dehors du bocal. C'est expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher professeur, je suis Guitou, le microbe. Je voudrais savoir pourquoi que je me fais toujours refouler à l'entrée du corps humain, alors que je fais même rien, quoi. Déjà, chapeau, Guitou, d'avoir pu pénétrer dans le corps d'un humain. Que ce soit par la peau et son tsunami de transpiration acide, par le nez et son marécage de morve, ou par les yeux et leurs larmes saturées d'anticorps. Le corps humain est une sacrée forteresse. Quand bien même j'arriverais à passer la barrière de la salive déguisée en microbe, je ne serais pas tiré d'affaire. Le checkpoint des amygdales. Impossible d'échapper aux globules blancs. Le corps en génère 8 millions par minute. Ils ont tous des postes, des rôles et des noms différents. Par exemple, les neutrophiles. Ce sont un peu les CRS du corps. Allez les gars, pas de quartier. Ouais. Ce sont de gros bourrins. Ils bouffent les vilains corps étrangers jusqu'à exploser. Ou alors, ils stérilisent les alentours en vomissant. Après un tel carnage, il ne reste plus que des boutons de pu. Bien joué, les gars. Sacré baston. Ouais. Si des cellules sont infestées, le leucocyte légionnaire intervient. Sa technique favorite, transpercer la cellule malade. Contre les parasites comme ce ver, c'est une brigade spécialisée qui intervient. Les éosinophiles. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et enfin, il y a l'élite, les lymphocytes T et B. Ils restent planqués un temps à l'école de la moelle osseuse, et puis, une fois prêts, ils commandent les troupes lors des maladies. Nitrophile en renfort sur le flanc gauche. Les leucocytes gardent le souvenir de l'ennemi et restent ainsi très utiles s'il revient. Oh, je me souviens encore, cette sacrée varicelle, c'était une vraie boucherie. Vous voyez, tout un tas de professionnels sont sur les rangs pour protéger le corps humain. Mais là, on dirait que je suis tombé sur un système immunitaire particulièrement efficace. On t'expulse demain, par voie nasale si le juge est sympa. Sinon, par voie rectale.
Si malgré ça, Guitou, vous parvenez à infester le corps humain, c'est que vous êtes un microbe sacrément coriace. Et si vous voulez voir la vraie tronche d'un ver parasite, Tapez, tu mourras moins bête sur arte.tv. Après ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Qui boit les prix Nobel et les savants, qui ferait que ça voyage dans le temps. Bon. Je t'ai pas choisi le plus propre. Donc Marion, d'abord, tu mourras moins bête, un blog, ensuite des livres, donc le 4e tome est sorti en septembre dernier chez Delcourt. Aujourd'hui, enfin plutôt demain à partir de janvier, une série animée sur Arte. Comment, c'est ma première question, se renouveler dans ce cycle d'adaptation et prendre un peu de recul par rapport à la mise en scène originelle pour renouveler le propos? Au début, on devait adapter beaucoup d'épisodes, une trentaine d'épisodes assez vite, je ne pouvais pas fournir d'originaux parce que moi, 1 mois ou 2, c'est ce qu'il me faut pour me documenter. Donc, je me suis dit, je vais faire appel à Arnaud Boiseau qui avait travaillé avec moi sur Mandarine & Co. Il n'y avait pas que lui, mais on s'était bien entendu. Et je lui ai dit, moi, je ne sais pas quoi faire comme autre mise en scène que ce que j'avais dans la tête. Donc, est-ce que ça t'intéresserait de travailler dessus? Et il a travaillé sur les premiers épisodes. Et en fait, Arte s'est rendu compte que autant prendre la BD. Enfin, c'était moins compliqué, ça marchait quand même. Donc après, on a fait une partie un peu plus originale, mais après, j'ai plus besoin d'Arnold. Enfin, j'allais pas lui faire recopier la BD, donc parce que on s'est dit, niveau texte, c'est pareil, et niveau mise en scène, les storyboarders apportaient plein de trucs, donc une partie a été faite avec Arnold, puis l'autre tout seul. Donc c'est-à-dire que la grande majorité des épisodes, tu les as scénarisés seul. Enfin. Une bonne grosse moitié, oui. Bon. Enfin, c'est un peu pareil que la BD. Enfin, c'est niveau texte, ça n'a pas beaucoup changé, mais la mise en scène a un peu évolué, oui. Très bien. On va en profiter pour mettre un petit passage de Mandarine & Co. également, oui. Et là avec une autre question, puisque tu n'en es pas l'auteur originel. C'est Marion qui a amené, ça va être beaucoup mieux. Alors, il est caché, c'est bien cela. Non, je l'avais mis sur ton bureau et tu l'as rangé. C'est encore de ma faute. Mandarine & Co. Allô? Mandarine & Co. Mandarine & Co. Mandarine & Co. Riche fastoche. Pelez le blé, assaisonnez d'oseille, mélangez à de l'ADN de thune, et vous voilà côté embouze. Côté embouze. Télé. C'est quoi ce truc dégueu? Ça coule sur la télé? Oh non, je crains le pire. Télé. Je passe quoi ici? C'est un conseil de guerre? Bingo la meuf, on est dans le rouge, plus de flouze, à 2 doigts de la rue. Encore? C'est comme d'hab, quoi. C'est pire que d'hab. On touche le fond de la tirelire. Alors, je connais le refrain, moi. C'est pour Kiki les sacrifices, c'est pour Bibi la meumeux. Sert à rien. Vous faire bosser, vous sevrer, raisonner, réduire, presser, dresser, tout tenter, tout foirer. Vas-y, c'est quoi ton idée géniale cette fois? Comment qu'on fait quand on n'a pas d'argent? On en vole. Pire, on en fabrique. Prix Nobel. Le thunier. Illégal le Nobel, mais je le prends quand même. Le poireau, là? Qui donne du beurre dans les épinards. Une plante à flouze. Des billets, des vrais, d'argent. De la thune? Où ça? C'est quoi ces salades? Des radis, tu veux dire? Bon, faut le choyer, le thunier, voyez? On vous laissera découvrir la suite. Dans cet autre cas, donc, comme je précisais, où tu n'es pas l'auteur premier, quelle distance et quelle fidélité à l'œuvre à la fois tu t'autorises, puisque...
Moi, je suis intervenue dans la saison 2, donc il y avait toute une saison 1 comme référence, ne serait-ce que dans le ton. Ouais, ça parle quand même assez vite, il y a beaucoup de jeux de mots, c'est speed. Mais dans tout l'humour, l'important, c'était la vache qui à chaque fois enclenchait une grosse bêtise. Mais moi, j'aimais bien l'univers de Jacques Hazan et c'est bien barré comme j'aime. Donc, en fait, j'avais eu la chance de voir toute une saison 1 pour savoir ce qu'il fallait faire. Voilà. Des questions. Très bien. On va passer à Louis, donc, qui a réalisé l'adaptation évidemment d'un titre d'Astérix, le Domaine des dieux. Donc, en rappelant qu'Astérix, c'est la bande dessinée européenne la plus vendue dans le monde. Donc, on imagine un peu les délicatesses de s'emparer d'une œuvre pareille, en sachant que ici, vous avez un petit... Ça marche toujours pas. Si, ça marche en bas, voilà. Où est-ce qu'ils se croient? Ils se croient chez eux, c'est bien le problème. Ah oui? Eh bien, place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Faudrait la dégauloiser d'abord. Pour ça, je te rappelle que César... Allez, centurion. Que se passe-t-il? Travailler plus pour gagner plus. Les esclaves se plaignent de l'inactivité. Ils s'ennuient. Les opérations sont momentanément suspendues pour cause de sécurisation du site. Et non, je n'ai pas Comment? plus. Comment? Quoi? J'ai rien compris. Oui, Ouais, Somax. Anglégus, je te le répète, pour éviter les Gaulois, il faut travailler la nuit. Un chantier de nuit, c'est n'importe quoi. Exactement comme votre bandage. Ça va arriver. Hein. Centurion, pardonne-moi, mais mes collaborateurs et moi-même sommes indécis. Devons-nous tirer? Mais c'est pas vrai, combien de fois il faut vous le répéter? Vous attendez mon signal. Et quel est-il ton signal déjà? Quel est-il mon signal pour la 30e fois? C'est quand je lève le bras. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on attend par Jupiter? Qu'est-ce qu'on attend par Jupiter? J'attends le rapport de mes éclaireurs. Centurion, les camarades et moi, on pense que tu fais trop de pontin avec le petit architecte énervé, c'est dangereux. Retourne dans les rangs. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Tu as levé le bras? Mais pas du tout. Ah, si. Même que du coup, clac, j'ai donné le signal. Avec Centurion, éclaireur au rapport. Mais vous étiez où, vous? Bah là. Là? Et vous éclairez quoi, là? On a préféré pas trop s'éloigner à cause des Gaulois. J'entends rien. À cause de quoi? Des Gaulois. Les Gaulois, les Russes, sonne la retraite. Avec Centurion! Revenez immédiatement, bande d'abrutis! Qui tutoie les prix Nobel et les savants? Qui peut rétrécir, voyager dans le temps? Arbor? Vous voyez, c'est au top de la technique. Ouais. Donc, adaptation extrêmement réussie, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le Domaine des dieux. Est-ce que, par rapport au scénario original là, de Goscinny, on peut y voir énormément de modifications, hein. Alors, la latinisation des Gaulois en particulier, un enfant également apparaît dans le couple de Romain qui vient s'installer dans le domaine, la dimension même du domaine. Est-ce que tu as eu toute l'attitude avec les gestionnaires de l'œuvre d'Astérix, qu'on imagine très attentifs, pour la modification de l'écriture? Déjà, je ne suis pas le scénariste principal, puisque c'est Alexandre Astier qui a fait une bonne partie du scénario, même si après on a beaucoup effectivement travaillé ensemble et on a rechangé des choses ensemble. Mais oui, c'est sûr qu'on devait un peu extrapoler la bande dessinée, puisque la logique des ayants droit, c'est toujours de dire qu'il faut qu'on adapte 2 albums, parce qu'un album par essence c'est trop court, et qu'en faisant 2 albums, on arrive à faire un film. C'est ce qu'ils ont fait sur les 2-3 dernières adaptations en live. Et nous, avec Alexandre Astier, on n'était pas très intéressés par faire ça, parce qu'on pensait que le Domaine des dieux, il y avait des thèmes qui étaient très forts, et qui étaient de toute façon très actuels.
et qui méritait qu'on puisse développer l'histoire sans l'étendre de manière un peu superficielle. Et c'est pour ça qu'on a amené des problèmes qui sont encore plus grands que dans la série. C'est sûr que dans l'album. C'est sûr que ce sont des choses qui ont été un peu compliquées, enfin, qui étaient plus dures pour les ayants droit à convaincre, parce que déjà, ça a toujours été un peu une difficulté par rapport à l'album même, puisque Le Domaine des Dieux n'est pas un album qui a eu un énorme succès. Bon, tous les Astérix sont d'énormes succès, mais entre plusieurs millions de ventes et puis Le Domaine des Dieux, c'était finalement c'était pas un carton comme d'autres, comme les Jeux Olympiques ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'ils étaient bon, voilà, ça a été déjà un doute sur le choix de l'album. Et ensuite, après, ça a été aussi des explications. Plein de fois, on leur a montré les choses. Ils étaient assez réticents finalement au moment du scénario. Et puis c'est quand on leur montrait le storyboard animé ou même l'animation. Donc c'était une grosse gageure, parce qu'on avançait dans la production et on pouvait pas tellement revenir en arrière. Enfin, on aurait pu le faire, mais ça aurait été compliqué. Et c'est là qu'ils disaient que effectivement c'était des choses qu'ils aimaient bien. Oui, parce que pour ceux qui se rappellent de l'album, il y a un esprit très social dedans, c'est extrêmement... Ouais, c'est des thèmes de syndicats, de syndicalisme, il y a tout ça, il y a le thème de la culture, puisque c'est vraiment le plan de César intéressant, puisque c'est pas une attaque frontale pour éradiquer les Gaulois. Il pense finalement à l'acculturation, c'est-à-dire les intégrer dans la civilisation romaine par un complexe immobilier, sorte de grand mall qui va s'installer juste en face du village et qui va finir par intégrer les Gaulois. Donc c'était des choses qui sont finalement assez actuelles dans ce qu'on peut vivre en France et en Europe. Effectivement, cet album, comme le film qui fait la part belle au progrès et à ses dérives également, c'était un souhait de votre part de conserver cet esprit-là? Oui, c'est ça. Et puis c'était vraiment ce qui nous intéressait, c'était le thème. Alors par exemple, il y a des thèmes aujourd'hui qui sont compliqués. Vous prenez Astérix en Hispanie, c'est le thème du tourisme, mais du tourisme tel qu'il était dans les années 60-70, où l'Espagne était un pays où on pouvait aller pour pas cher, où c'était un peu connu qu'on mangeait pas super bien. Bon, voilà. Et ça, c'est des choses qui sont absolument plus actuelles. Et si on devait faire ce film-là, il faudrait changer énormément de choses et on ne serait pas sur les mêmes codes. L'avantage du Domaine de Dieu, c'est que je pense que c'est malheureusement, je dirais, c'est un thème qui est assez universel sur la perte d'identité aussi, et c'est un peu une critique, si on veut faire un peu large et faire des parallèles sur une sorte de mondialisation obligatoire, quoi. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le film. Alors, ce sont autant d'indices pour deviner le prochain Astérix qui serait adapté. Non, absolument pas, parce que je peux pas trop en dire, et puis que rien n'est encore fait. C'est à l'étape d'ébauche pour l'instant. Faut voir si c'est intéressant de le faire, parce qu'il faut vraiment en faire un pour que ça vaille le coup. Donc je ne peux pas en dire plus sur la suite. Et ça sera toujours avec Alexandre Astier? Oui. Logiquement, oui. D'accord. Logiquement. Ah bon? Très bien. Peut-être le moment justement de montrer une séquence avant de passer la parole à Émile. Carrément. En fait, c'était aussi pour parler. Alors, je crois que c'est ici. Voilà, ça c'était des. J'apprends de me servir du. Quelqu'un très sensible. Quelqu'un de très sensible. Et ça, c'est typiquement alors, ça, c'est pas moi, donc c'est la BD originelle. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait dans la BD, c'était de savoir quelles étaient les choses intéressantes qu'on pouvait développer et qu'il y ait vraiment un intérêt de faire une adaptation de ce film. Et c'est vrai que quand on pense à Astérix, moi je pense assez naturellement à des choses qu'on peut extrapoler comme des chasses au sanglier. Quand j'ai lu l'album, je me suis dit voilà, elle est développée en une seule case ici en haut, et je me suis dit c'était l'occasion d'en faire quelque chose. Et comme nous c'était aussi la première fois qu'on faisait le film, je me suis dit ça serait pas idiot. C'est d'ailleurs ce qu'on voit quand on voit Astérix Obélix en haut à gauche en noir. C'est la première fois qu'ils apparaissent dans la BD aussi. Avant, il y a tout un prologue, mais qui se passe dans le Palais de César. Et je me disais, après tout, on va le faire pour la première fois en 3D, Astérix et Obélix. Je me dis, c'est bien de les présenter aussi de cette manière,
du point de vue des sangliers. Donc c'est l'objet de storyboard que j'ai fait très très vite dans un premier temps. Je vais essayer de vous le faire comme je le pitcherais pour un réalisateur. C'était l'idée que la caméra qui rentrait dans une clairière, il y avait 2 petits oiseaux qui se faisaient malmener par un sanglier. Et en fait, le sanglier, on comprenait qu'il était pourchassé. Il se lèche chez Babine, mais même s'il n'a pas de babine, hop, il entend un bruit. Et l'idée, c'est qu'il y avait une sorte de mini-tension. C'était Idéfix qui apparaissait, finalement. Et donc, on a une petite course avec avec Idéfix, le chien. Donc. Et l'idée, c'est d'avoir le sanglier qui essaye de contourner et d'essayer d'échapper en prenant une tangente. Et paf, il tombe sur Obélix. Évidemment, il va essayer d'aller de l'autre côté et il tombe sur Astérix. C'était la façon de les présenter. Et donc là, il y avait un dialogue qui a été évidemment qui est très mauvais en bas, vous pouvez dire, qui a été repris par Alexandre Astier. Et puis on avait une sorte de mini gag sur il est à moi, il est à moi, il est à moi. Et puis j'avais eu cette idée que j'ai changée, vous verrez au résultat final. L'idée, c'était aussi de trouver une excuse pour que Astérix prenne la potion magique, parce qu'après tout, on présentait aussi les personnages et il fallait qu'on présente les codes d'Astérix, et en l'occurrence que Astérix n'avait pas la potion magique par essence, contrairement à Obélix qui l'a, puisqu'il est tombé dedans quand il était petit. Voilà, donc après j'ai un peu extrapolé sur ce qu'on pouvait y faire avec cette potion magique. Je me suis dit que on avait eu Dragon Ball depuis et qu'on pouvait bien se marrer un peu plus que ce que Uderzo en faisait. Et voilà, donc je vous laisse un peu suivre ça. Ça se termine un peu en une sorte de truc stupide. Et puis on retombe sur le scénario, puisque il tombe sur un fil qui fait tomber Obélix. Et c'est en fait un fil qui est un fil d'architecte, de géomètre. Ce sont les futurs plans de la construction du domaine des dieux. Voilà. Comment retomber sur l'histoire. Et voilà, je pense qu'on peut regarder, je crois que s'il est là, tac, tac, je peux vous montrer ce que ça donne en vrai. Si ça marche. Sans son. Que se passe-t-il? C'est un fiasco. Tout y était logiquement. Mais... Écoutez, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait, c'est-à-dire je vais vous briefer. C'est ballot ça quand même. Bon, écoutez, je suis désolé. Donc finalement, ça a peu d'intérêt, on va peut-être pas la montrer. Moi aussi. Bon. Voilà. Ça parle pas beaucoup. Hein. Oups. Voilà, c'est là que ça s'excite un peu. Vous avez une musique passionnante, symphonique, enregistrée à Bruxelles. Pouf, et là, Obélix fait coucou. Voilà. Astérix fait celui-là est pour toi. Bon, après, voilà, c'est forcément mieux joué. Mais en gros, ils s'engueulent. L'idée, c'est qu'ils s'engueulent. Comme dans tous les films d'Alexandre Astier, il faut que les gens s'engueulent. Et en l'occurrence, ça marchait bien. Bon, voilà, là, ils sont pas contents, visiblement. Ils se disputent un truc. Voilà, Astérix fatigué, c'est le moment de prendre la potion. Il prend la potion. Et là, ça rigole plus. Tac, tac. Obélix, envoie mon sanglier, enfoiré. En fait, c'est plus drôle sur le son, hein. On se marre moins. Hein. Ah 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 ah. Mais qu'est-ce qui se passe partout à Tix? Voilà. Et voilà. Suspense. Suspense, cette corde en plein milieu de la forêt. Forcément, il se passe quelque chose. Voilà. Donc. Voilà. Merci pour le doublage. Oui, on peut l'applaudir.
On serait quand même curieux de savoir, alors si tu en as eu des retours justement de Uderzo et de Anne Goscinny. Est-ce que tu as eu des échos? Oui. Les échos, bon, ils ont été très courtois. Je pense qu'ils ont dit qu'ils ont beaucoup aimé le film. Mais je pense que, alors, c'est vrai qu'Anne Goscinny a aimé beaucoup le film et c'est une personne qui nous soutenait quand même assez avec Alexandre assez tôt. C'est vrai que Uderzo, on s'est très bien entendu sur tout ce qui est adaptation, sur tout ce qui est graphique. Parce qu'il intervenait aussi pour savoir comment on allait adopter de manière technique ces personnages. Et ça a bien marché. Mais c'est vrai que sur l'histoire, il y avait des précarés, des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire. Et c'était un peu plus compliqué de lui montrer qu'on pouvait peut-être faire un tout petit peu autrement, sans évidemment, tout en respectant, je veux dire, la BD. Mais il a beaucoup aimé le film. Je pense qu'il le trouvait très très bien. Peut-être qu'il trouvait que c'était un peu bavard, ce qui est le cas dans tout, puisque avec Alexandre Astier aussi, on est dans des dialogues. Mais non, il était très content. On a fait une interview en off. Enfin voilà, il m'a dit des choses vraiment très très sympathiques et qu'il était très très content de ce film. Et les repreneurs de la série, la bande dessinée, n'interviendront pas dans les prochains opus? Les repreneurs. Ah, le fameux Conrad et Ferry. Non, Conrad est venu nous voir en cours de production pour voir un petit peu ce qu'on faisait de manière complètement officieuse. Mais non, je pense qu'ils n'ont rien à dire. D'accord. Voilà. Très bien, s'ils n'ont rien à dire, n'en parlons plus. Ils n'ont rien surtout. Oui. Passons, Émile, en vous proposant de cette façon-là 2 extraits. D'abord de Ma maman est en Amérique. Des extraits aussi. Oui. Je suis à la grande école maintenant. C'est la rentrée et Jean a plein de nouveaux copains. Alors il aimerait en parler à sa maman. Mais ça fait si longtemps qu'il ne l'a pas vue. Vivement que je sache écrire. Comme ça, je pourrais écrire à ma maman. Ta maman? Bah oui. Jean! Hey, elle est jolie ta maman. C'est pas ma maman. C'est ma nounou. Yvette! Un jour, Jean apprend une nouvelle incroyable. Ouais! J'ai reçu une carte postale pour toi. Et c'est ta maman qui l'a écrite. Mon cher Jean, mon petit chéri. Je suis en Amérique. Il y a des cow-boys partout. Mon cher Jean, je suis en Afrique. Je skie sur les neiges du Kilimandjaro avec des amis. Non! Paul! Quoi? Tu te souviens de maman? Allez, je vais vous faire votre chocolat glacé comme Yvette. Les enfants! T'es parti. Un costume d'Indien! Jean n'est pas au bout de ses surprises. Et les réponses qu'il trouvera vont le changer pour toujours. À vos ordres, capitaine! Ma maman est en Amérique. Elle a rencontré Buffalo Bill. Prochainement. Jean m'a fait manger des crottes de nez. Donc, Maman est en Amérique, qui à la base était donc une bande dessinée éditée par Gallimard Jeunesse, que tu dessines, Émile, et qui a été écrite. C'est l'histoire autobiographique de ton ami d'enfance, Jean Regnault. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Un peu le propos du film, hein, évidemment. Non, mais en fait, je me sens pas vraiment légitime pour en parler parce que déjà, c'est une histoire qu'a écrite Jean Regnault, donc c'est autobiographique, il parle vraiment de son enfance. Et puis ensuite, l'adaptation. Bon, voilà quoi. C'est pas. Moi, je trouve qu'en fait, ils ont vraiment changé en fait l'histoire. Hein, et à partir de là, c'est voilà. Moi, je suis. Je vais pas vraiment essayer de protester, mais parce que c'est l'histoire de Jean et que Jean a intervenu en fait dans l'adaptation cinématographique. Mais je trouve que voilà. Je pense que c'est une. Bon, voilà, c'est une autre histoire. Comme dit Jean, en fait, en gros, lui, il a raconté l'histoire qu'il avait racontée en livre. Enfin, il a écrit ça, mais ensuite, quand il a fallu faire adapter ça au cinéma, il a complètement changé. Enfin, c'est même plus une adaptation, c'est une autre histoire, en fait, complètement différente. Donc, en fait, c'est un peu curieux. Alors, je sais pas de quoi tu veux qu'on parle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je le sais que tu t'es mis justement à distance
voilà, de l'adaptation. Et on le sent terriblement, d'ailleurs, même au niveau de l'univers graphique. Bon, c'est assez fidèle quelque part. Enfin bon, moi je connais pas, je connais pas très bien techniquement en fait comment on pourrait en fait s'approcher au plus de mon style graphique, mais je trouve que bon, ça reste honnête quoi. Enfin, ce qui a été fait. Non, enfin moi ce qui me gênait plus en fait dans cette histoire-là, c'est que voilà, c'est ce genre d'affre, c'est que effectivement on écrit une histoire et comme je dis souvent, pour moi la bande dessinée c'est une histoire avant tout. C'est pas le dessin, c'est juste l'outil. Pour moi c'est l'écriture graphique. Et je dis aussi d'ailleurs très souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est que pour moi il y a autant de différence entre un livre et une adaptation cinématographique, et un film, entre une bande dessinée et un dessin animé. Et je pense que c'est tout autre chose en fait, adapté. Ça fonctionne pas de la même façon en fait, séquentiellement en fait, dans notre cerveau, ça fonctionne pas de la même façon. Donc là, il se trouve que je trouve que en l'occurrence, il y a eu une adaptation, mais plutôt que d'adapter le livre, en fait, ils ont vraiment créé une nouvelle histoire, et c'est ce qui m'a toujours un petit peu dérangé en fait dans Ma maman est en Amérique. C'est le fait qu'ils aient repris le titre, parce qu'on a l'impression que vraiment, si vous avez l'occasion de lire le livre, si vous avez vu le dessin animé, vous verrez que c'est deux choses différentes. Et ce qui moi en fait me gêne beaucoup en fait, c'est que justement ce livre, cette histoire de Jean dénonce le manque de communication entre les adultes et les enfants, et le fait que les adultes voulant protéger les enfants leur mentent, et toujours par souci de protection. Et en fait, l'histoire a été changée aussi par souci de protection. Et c'est ça ils sont tombés en fait dans ce qui est dénoncé dans le livre en fait. Et là, ça devient problématique. C'est assez drôle d'ailleurs. C'est l'occasion. Oui, c'est assez de voir comment ils sont tombés dans ce qui est dénoncé, dans ce piège-là, quoi. Parce que, c'est-à-dire en fait, en gros, je sais pas, on le comprend très vite quand on lit le livre. C'est ces gens qui racontent comment il a appris la mort de sa mère. Et en fait, comme ça parle de mort, tout de suite les producteurs ont dit oulala, attends, danger. Il faut raconter quelque chose d'autre, quelque chose de plus positif. Et voilà quoi. Et donc ça a donné ce dessin animé. Et voilà. Qui est très très différent en fait du livre, et c'est très dommage, je pense. Je vous invite surtout à lire, quand même, là je le dis assez clairement, assez honnête, qui est absolument magnifique, sur une bande dessinée sur le deuil, effectivement. Oui, c'est vraiment une bande dessinée sur la construction d'un enfant en fait, sachant que si on occulte des choses à un enfant pour comprendre un petit peu dans quel univers il évolue, si on occulte des choses, il peut pas grandir, quoi. Et c'est ce que dénonce le livre, mais pas vraiment le film. Non. C'est ça le problème. Non, parce qu'en plus, à la différence de ce que tu souhaites dans toutes tes bandes dessinées, Émile, c'est-à-dire de t'adresser à tous les lecteurs. On sait que ça, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Et là, on est vraiment sur un titre intergénérationnel par excellence. C'est pas du tout le cas du film. C'est-à-dire, en fait, voilà, c'est ça. Ce livre s'adresse à tout le monde, aux enfants et aux adultes. Et c'est vrai qu'ils en ont fait un dessin animé jeunesse pour les enfants uniquement. Moi, j'y trouve pas mon compte en tant qu'adulte. Alors, c'est un peu dommage, quoi. Alors que j'aime bien, moi, justement, moi, j'adore m'adresser aux enfants, mais je leur parle comme à des adultes. Donc, voilà. Pour moi, il y a un peu la manière de. Pour moi, Goscinny, c'est un peu un maître, parce qu'il y a différents degrés de lecture, en fait. Et là, donc voilà, ils sont tombés dans ce piège-là, quoi. Ils se sont adressés aux enfants, quoi, plutôt que s'adresser à tout le monde, quoi. Enfin, de mon point de vue, c'est très personnel, mais voilà. Mais c'est vrai que moi, je passe mon temps à essayer de parler aux enfants, à essayer de leur apporter quelques clés pour comprendre, comme je disais, le monde dans lequel ils vivent, et pour les aider à se construire. Et que je trouve ça dommage, en fait, à travers cette histoire qui est très forte, l'histoire originelle est très forte, d'effacer un petit peu, d'édulcorer. Et voilà, c'est vraiment le truc contre lequel on se bat, quoi. Enfin, je pense tous aujourd'hui, par exemple, on compare par exemple avec l'univers de Disney. Bon, aujourd'hui il a évolué l'univers de Disney, mais par rapport à ce qu'il était il y a une vingtaine d'années, l'univers de Disney a évolué depuis que Pixar, je pense qu'on est terminé. Mais voilà, on peut plus parler on essaye de sortir des discours mièvres aux enfants, quoi. Il faut les réveiller pour changer le monde. Donc voilà. Oui, et puis avec aussi des choix, pour les voix. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça permet de rebondir sur Marion. J'ai vu qu'il y avait des réactions par rapport à
à la voix du professeur Moustache, qui sont assez critiques. Le professeur Moustache est un peu ambigu. C'est une femme avec des moustaches, ou c'est pas clair. Donc j'ai eu des remarques qui disaient quoi, un peu girl power, quoi. Mais pourquoi c'est François Morel qui fait la voix? Ça devrait être une femme. Donc on y a pensé. Moi j'avais dit il faudrait une femme qui a une voix d'homme ou un homme qui a une voix de femme, un peu comme les gens qu'on appelle, on fait allô madame et en fait monsieur. Et on a fait des essais et quand on a pu essayer François Morel, là c'est vrai que avoir quelqu'un déjà qui joue super bien, c'est cool parce que je trouve que c'est super important. Quelqu'un qui joue bien, des fois c'est pas toujours le cas. Pardon. Et en fait, c'est compliqué parce que dans la BD, chacun imagine avec une voix interne qui est un peu un mélange de leur voix, un mélange de ce qu'ils imaginent. Et il y a forcément des déçus. Moi-même, je ne sais pas clairement quelle voix est là. Mais je sais que ça a été le même problème, je crois, pour l'adaptation de Gaston Lagaffe. Les gens se sont plaints en disant mais Lagaffe n'a pas du tout cette voix-là. Mais c'est la voix qu'avait à peu près le Franquin quand il lisait à sa fille. C'est sa fille qui a supervisé la chose, donc elle a dit non, c'est ce qui ressemble le plus à mon père. Donc c'est vraiment, il y aura toujours des insatisfaits, mais moi je préfère que ce soit bien joué, surtout. C'est effectivement très bien joué, même si on n'imaginait pas du tout cette voix, effectivement. Non, mais vous allez vous habituer. Oui. Quand il part en sucette, ça va très haut. Et justement, à propos des voix, puisque a priori, pour Astérix et le domaine des dieux, c'est la dernière fois que Roger Carrel prêtait sa voix. Oui. Les successeurs lui sont connus ou du tout. Et puis on sait pas. On se dit toujours qu'il y a moyen que peut-être si le film se fait, ce qui n'est pas encore été, qu'il revienne. Non, c'est sûr, ça va être un vrai problème parce que Roger Carrel le fait depuis les années 50, 60, je crois, depuis le premier. Il n'y a personne qui l'a remplacé jusqu'à maintenant, donc il faudra peut-être le faire. D'accord. Donc, le casting n'est pas en cours. Pas du encore, tout. C'est bien loin. C'est pas du tout notre préoccupation du moment. D'accord. Et donc, Émile, tu as également réalisé, tout en faisant ton Spirou, l'univers graphique des grandes vacances, donc, qui a été, je vous le disais, diffusé sur Ludo au printemps 2015. L'univers graphique, oui. Mais je me suis surtout essentiellement occupé des personnages. Parce que, en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans l'animation, c'est ce qui vit, ce qui est animé. Donc, c'est essentiellement les personnages. C'est vrai que les décors peuvent un peu bouger, mais quand on m'a demandé ça, c'est Delphine Maury, en fait, qui avait lancé ce projet-là. Et elle savait, ça faisait pas très longtemps. J'avais fait un Spirou, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Juste avant, en tout cas à cette époque-là. Et donc elle avait bien aimé, elle savait que j'étais un peu, ça me passionnait un peu cette époque-là. Donc voilà quoi. Donc elle a fait appel à moi et j'ai créé tous les personnages. Mais bon, voilà, c'est ma petite contribution, c'est pas une grosse contribution. Oui, non, mais c'est assez étonnant de ta part, toi qui es si indépendant, donc il y a quand même qui t'es mis, on le disait, en retrait par rapport à l'adaptation de Ma Maman. C'est vraiment le sujet qu'on parle de la guerre aux enfants. Oui, ça parle aux enfants, donc ça m'intéresse déjà. Et puis là aussi, c'est une expérience d'enfant. Là aussi, à une époque précise, et puis surtout quelque chose, une expérience qui les fait grandir, et donc avec des traumas, tout ça. Et puis bon, encore une fois, cette époque-là, elle me parle, donc tout de suite, j'ai dit oui, quoi. Je trouvais ça très intéressant de participer à ça, quoi. D'autant plus que je suis actuellement, comme tu le disais aussi, en train d'écrire un Spirou qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est exactement le même univers, quoi. Donc voilà, quoi. Pas très éloigné de ce que je faisais. Voilà à quoi ça ressemble la bande-annonce. Ce matin de septembre 1939, alors que nous partions en Normandie, chez Papillot et Mamie, nos grands-parents, je n'aurais jamais imaginé que mon frère Ernest et moi allions vivre les plus grandes vacances de notre vie. Mamie, tu m'as manqué. Bonjour Papilou. Bonjour mon grand. La guerre, parce qu'on nous l'a imposée. La guerre est déclarée. Oh, maman. Les enfants seront bien avec tes parents.
j'en suis sûr. Fichu guerre. Vous allez être très bien avec nous. Ça va vous faire comme des grandes vacances. Ah oui, des grandes vacances. Et j'avais une question. Alors là, vous avez pu le voir, hein, en fait. Alors pour ceux qui connaissent évidemment, Maman est en Amérique, que c'est quand même très très proche. Enfin, voilà, de ton univers graphique. Il est vraiment... Je ne sais pas dessiner autre chose, moi, c'est Oui. toujours les non, mêmes mais personnes. ils ont été vraiment au plus proche de ton trait, de ton dessin, donc c'est vraiment très respectueux. Et je l'évoquais en préambule, dans la présentation, tu fais une série très drôle aussi, intergénérationnelle, qui revisite les contes célèbres qui s'appellent sur les ours nains. Et tu avais parlé, il y a déjà pas mal de temps, que peut-être il y aurait une adaptation de... Oui, non mais ça va être adapté. Ils sont en train de faire le pilote, quoi. D'accord. À partir de cette histoire d'ailleurs, de la fin des 7 ours nains. Mais là vraiment, cette fois, je m'implique vraiment. D'accord. Parce que là c'est vraiment c'est mon bébé, c'est mes ours nains à moi. Autant autant ma maman, c'est l'histoire de Jean. Les grandes vacances, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Delphine Maury, et là c'est moi, j'avais pas lâché ça, quoi. Donc voilà, je suis au plus près, quoi, et j'essaye de vraiment rester fidèle à l'esprit, du moins, en fait, parce que en fait, justement, par rapport à ça, c'est ça qui m'intéressait aussi de savoir. Toi, Marion, quand tu as fait le Mandarine. Mandarin & Co, tu as eu toute la liberté de faire les scénarios que tu voulais, c'est ça le truc? Alors, étonnamment, on était super libre. On est allé assez loin. On a fait la vache première dame de France, la faire chanter comme Carla Bruni. Je ne sais pas comment c'est passé, mais on nous laissait tranquille. Je pense que c'est juste parce que ça marchait. Et donc, Ouais. on est allé assez loin. Une 3e saison aurait été terrible. Mais parce que je pense que c'est ça qui est agréable, en fait, c'est quand vraiment tu as les mains libres, en fait. Comme je disais, un livre c'est pareil, un livre c'est une histoire, hein. Pour moi un dessin animé c'est la même chose, c'est une histoire avant tout. Et quand on fait appel à des auteurs, en fait, pour participer, en fait, à la réalisation d'un dessin animé, je pense qu'il faut être totalement libre, enfin, moi, et là, en l'occurrence, il y a des personnes qui sont scénaristes aussi, enfin, qui adaptent. Mais moi, je veux pas qu'on se voit, qu'on parte qu'on fasse des erreurs par rapport à l'esprit, quoi, de la série. Donc en fait, c'est moi, du coup, en fait, qui suis un censeur, quoi, quelque part. Mais là, c'est différent. C'est parce que, en tant qu'auteur, oui. Mais je dis ça pour parler d'autres expériences, en fait, que j'ai eues, en fait, dans le dessin animé, où il me semble que ça s'est bien passé parce qu'on avait une totale liberté, en fait. Et contrairement à d'autres dessins animés qui doivent passer par des espèces de boîtes de production, de réalisation aussi, où c'est vraiment des usines à gaz où tout le monde a son mot à dire, où il y a plein de censure. Je ne sais pas ce qu'il en est, Louis, pour toi, comment ça s'est passé, par exemple? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y avait une scène... Non, c'est assez libre. Après, comme tu dis, on s'impose une censure à nous-mêmes. Alors après, soit c'est une œuvre personnelle, soit c'est une œuvre comme Astérix qu'on connaît. On sait qu'on ne va pas faire fumer des pétards Astérix, ce genre de choses. On sait qu'on a une limite de ce qu'on considère être l'essence même de la BD. D'accord, oui. Tu connais l'esprit, quoi, en fait. Mais après c'était assez libre, hein, finalement. C'était avec Alexandre Astier, on était libre. C'est quelqu'un qui bosse toujours sans contrainte. Moi, j'étais très content de ça aussi, parce que comme ça nous permettait d'avoir les mains libres. D'accord. Okay.
Est-ce qu'il y avait un regard régulier? Vous deviez... Contractuellement, oui, on devait montrer des choses. On devait montrer un scénario. Mais c'est vrai qu'on disait que voilà, quand il y avait des notes, on disait bon, on va essayer de changer ça au moment de l'animatique. Puis par moment, c'était aussi la façon de vendre les choses et on n'a rien eu de très embêtant, vraiment. On n'a rien eu où on a eu un non catégorique qui nous a empêché de faire l'histoire qu'on voulait faire, ou même d'empêcher une séquence ou une idée forte. Ça a été génial pour ça. Il n'y a pas eu ça du tout sur le film. Après, c'est juste des mots qui étaient peut-être un peu presque orduriers, qu'on nous a un peu dit, ouais, ça c'est pas trop faisable. C'est vrai que Uderzo, lui, il avait l'expérience du Chabar, en fait, qui était le film en live là, Astérix et Cléopâtre, et c'est vrai qu'il y avait une liberté de ton qui était forte, et je pense qu'il avait peut-être, hein, c'est moi qui ai ce problème, je pense qu'il avait toujours en tête ça, et il voulait éviter aussi d'avoir autant de différences entre ce qu'il imaginait, etc. Et en même temps, nous, c'était l'inverse qu'on voulait. On voulait aussi avoir cette liberté. Donc, mais franchement, j'ai jamais eu. Si je serais jamais reparti sur potentiellement un 2 s'il y avait eu une censure, des contraintes, parce que voilà, j'avais d'autres projets qui m'auraient plus intéressé. Donc non, c'est bien. On en parlait, Marion, au niveau de la liberté de ton, c'est pareil pour Tu mourras moins bête, où c'est quand même assez exceptionnel, un moment lors de grande écoute. Oui, mais je ne m'adresse pas aux enfants. Non, mais c'est super dur, les enfants, de parler de... Il y a vraiment une... Moi, je trouve que ça s'adresse aux enfants, hein, ce que tu... Aux ados, mais c'est très même vulgaire. aux enfants, je pense. Ouais. Oui, bah, t'as pas vu tous les épisodes. Non, mais c'est vrai que tu peux le faire parce que c'est Arte. C'est Arte, on vise les adultes, mais surtout, oui, c'est vrai que je pense qu'avant que ce soit Arte et que j'ai eu d'autres propositions où on m'a fait comprendre, petite chose, qu'il allait falloir faire attention, que ce que tu fais toute seule pour l'édition, il allait falloir se calmer, en gros. Tu comprends, c'est de l'animation française. Il va falloir t'adapter à ce que disent des chaînes. Et je fais, bah non, alors à ce moment-là, on fait rien. Si vous voulez faire un truc, venez pas me chercher, venez pas prendre un truc crado et super vulgaire. Non, grossier. Pour en faire un truc pas bien. Enfin, c'est justement ça qui marche. Donc à ce moment-là, si vous ne donnez pas les moyens, le faites pas. Et ils m'ont jamais rappelé. Mais je veux dire, je comprends pas la logique. Ça m'appelle Fabien Vellman, qui a fait Seul, où en gros, c'est des enfants qui ont des armes à feu, qui sont tout seuls, ils doivent survivre, c'est hyper anxiogène, comme on dit. Et en gros, plusieurs fois, des producteurs ont essayé de lui proposer de l'adapter. Ils font, alors on adore votre histoire, mais il faudrait que les enfants ne soient pas tout seuls, qu'ils n'aient pas d'armes à feu et qu'il ne se passe pas ça, et que ça s'appellerait Les enfants chez Winnie l'ourson. Et donc il fait maintenant. Et donc il y a toujours cette schizophrénie de on aime beaucoup ce que vous faites parce que ça marche beaucoup, mais en même temps il faudrait tout changer parce qu'on ne peut pas ce genre d'aura de protéger. Alors que je sais pas, mais Enfin, là, j'ai pu observer sur le produit fini qu'il n'y a vraiment aucune censure. On garde le côté gore, les grossièretés, enfin tout est. Enfin, j'ai eu cette impression en tout cas. Ah oui, non, c'était avec. C'est pour ça que j'ai accepté de faire avec Agathe Film, c'est que le producteur est venu en faisant bon, moi j'aime bien, ça me fait marrer, on va tout faire. Par contre, la condition sine qua non, c'est qu'on garde vraiment l'esprit. Mais ça n'a pas été évident pour quelques autres producteurs que j'ai rencontrés avant qui voulaient censurer des trucs. Mais lui, c'était la condition, parce que ça le faisait marrer en tant que lecteur. Et qu'il avait compris que si on retirait ça, il ferait, j'allais dire un truc vulgaire, un truc pas bien, quoi. Une petite question, alors parfaitement commerciale. Est-ce que il y a véritablement des retombées? Alors là, je ne sais pas si au niveau de Albert René ou non, mais sur la diffusion du film et ensuite les retombées sur les ventes. Enfin, non, là, il y a une grande discrétion et de toute façon, tu n'es pas concerné. Mais toi, en l'occurrence, il est concerné. Le parc Astérix, ça fait carton plein. Non. Un appart au parc Astérix. Bon, là, il est trop tôt pour Marion, mais toi, Émile, est-ce que tu as vu un intérêt renouvelé pour tes collections en librairie? Oh, alors ça, je ne sais pas du tout. Non. Je ne saurais pas le calculer. Et puis en plus, c'est impossible à savoir. Non. Non.
Tu t'en fous en fait. Non mais mais tu parles de quoi? Tu parles de ma maman en fait, si c'est des. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, pardon. Oui. Je sais pas, à un moment il y avait un sticker genre vu au cinéma, mais je sais pas du tout. Ouais, peut-être, mais c'est tellement différent. Les deux histoires sont tellement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui avaient lu le livre et qui ont été très déçus par le film, et des gens qui ne connaissaient pas le film et du coup se sont penchés sur le livre et qui ont constaté ça quoi. Mais évaluer, je sais pas du tout. Bon. Là, j'aimerais une petite séquence balance, mais alors, bon, je sais que ça va pas être facile. C'est à savoir justement sur ce que vous considérez comme les réussites et les échecs de l'adaptation. Alors là, je mets pas Persépolis comme ça. Enfin, c'est parfaitement fortuit, hein, mais voilà, ce que vous considérez. Alors, je sais que vous en avez parlé dans la voiture, c'est pas forcément évident. Toi, t'aimes pas Tintin. Celui que j'aime pas, et je sais parce que à un moment il y avait la tentation de faire une adaptation d'Astérix, un peu on va faire comme Spielberg, bon, sauf qu'on avait 10 fois moins de pognon, mais c'était Tintin de Spielberg que je trouve. Enfin voilà. Bon après moi je peux pas trop en parler parce que je suis pas un grand fan non plus de. Je suis pas un grand lecteur de bande dessinée. Alors, évidemment j'ai lu un peu ici et là, et puis pour Astérix j'ai dû quand même lire quelques albums, même si je les ai pas tous lus, mais quand même, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez difficile, je trouve, dans cette adaptation, parce que elle voulait, ce que on avait voulu faire, elle voulait complètement extrapoler le côté aventurier du personnage, et on sentait presque une frustration de Spielberg de ne pas avoir eu les droits pendant 30 ans, et de se dire, oh putain, je les ai, alors là, ça a pété dans tous les sens, et de fait, ça pète un peu dans tous les sens, et comme on en parlait, on se retrouve complètement gavé d'images, le personnage n'a plus de consistance, et c'est bon voilà, moi c'est des choses qui m'ont pas tellement intéressé, même si c'est du bel ouvrage et tout ça, et après je pense que graphiquement, techniquement, il y a quelque chose de pas évident d'adapter ce personnage là qui est vraiment simple, hein, avec 2 points pour faire les pupilles, en animation, voilà. Quand je fais la comparaison avec Astérix, nous on avait un personnage qui était dessiné par Uderzo, qui est un grand fan de Disney, qui construit ses modèles. Donc ça faisait complètement sens de se dire on va l'adapter en 3D. Voilà. Donc ça c'est un flop, et puis j'ai que des flops. J'ai pas de... Non mais ce qui est terrible surtout dans le Tintin, dans l'adaptation de Tintin, c'est toujours pareil. Enfin moi c'est l'histoire qui m'intéresse, mais il a fait une erreur terrible quoi. C'est qu'en fait c'est que quand même à la fin de cette aventure, il y a une suite, donc si j'ai bien compris. Hein, ils vont pas faire parce que je pense que ça n'a pas marché. Mais il dévoile déjà. Enfin c'est-à-dire il trouve le trésor quoi à la fin du secret de la licorne. Ce qui est stupide parce qu'en fait l'idée en fait des 2 albums, c'est de dire c'est pas la peine d'aller chercher un trésor à l'autre bout du monde. Des fois il est tout près de toi. Et ça, c'est beau comme image, en fait. C'est philosophique. Et là, tout de suite, il trouve déjà le trésor, mais juste une partie, il faut aller chercher le reste. C'est n'importe quoi. Enfin, ils n'ont pas compris le fond, quoi. C'est triste. Voilà. Long métrage bon, moi, j'en veux d'avoir mis en 3D sans P. Je trouve que c'est vraiment un mauvais choix. C'est pas beau. Et puis, il se passe rien. Enfin, je veux dire... Enfin, bon, il y a peut-être des gens dans la... Non, mais c'est un dessin ouvert, un dessin de presse, et c'est pas très stratégique ça demande. Ouais. Mais Persépolis, c'est très bien. Hein. Persépolis. Voilà. Ça, c'est une réussite totale, mais parce que Marjane a vraiment travaillé dessus, quoi. Enfin, elle était là tous les jours, elle a suivi le projet avec Vince Schloss, Parando. Et voilà, quoi. Mais ça ils ont construit carrément une structure pour faire ce film d'animation, donc ils ont pas eu affaire en fait à un studio de production, c'était eux quoi, le studio de production. Donc là évidemment toute la liberté que tu veux, et ils ont pris leur temps en plus. Donc voilà, c'est ce qui donne des chefs-d'œuvre comme ça quoi. Mais c'est vrai, ce qui est drôle, c'est on en parlait juste en voiture. En fait, on trouvait plein d'exemples d'adaptation de BD en live, enfin, en prise de vue réelle. Finalement, après on avait pas un catalogue, on n'a pas une mémoire complètement dingue, mais on trouvait beaucoup moins d'adaptations en vrai dessin animé. Ouais. C'est du live. Hein. Même concernant Persépolis, je dis parfois quelque chose d'énorme, mais je préfère la version animée au roman graphique. C'est le même auteur, hein, ceci dit. Donc, oui. Oui, non, mais ça peut être. Elle a réussi vraiment quelque chose d'extraordinaire avec Vincent Parronneau. Donc, pas plus de réussite. Oui, moi j'aime bien le chat de rabbin, je sais. Alors, moi, je trouvais qu'il y avait, après, avec ses défauts, je trouvais qu'il y a des choses qui étaient réussies dans
dans ce film, j'ai retrouvé l'esprit de la BD. Après, c'est sûr que c'est moins personnel. Il y a peut-être, mais je trouvais c'était quand même en tout cas graphiquement, il avait repris des choses. C'était pas évident de le faire en trait comme ça, brouillon. Moi, je trouvais qu'il y a un vrai respect du dessin. Voilà. Mais bon, je suis le seul visiblement. Mais je l'ai pas vu. Non. Ah bah non, faut voir. Et Aya Diopougon, parce que vous l'avez vu. Aya Diopougon. Moi, j'ai pas vu non plus. Mais je vois rien. Bon, bah, très bien. Voilà, ils sont extrêmement intéressés par leurs collègues. Mais non, mais il faut aller au cinéma et tout ça. Avant vos questions, on va peut-être finir sur les projets, même si ça a été largement évoqué. Sauf Marion, à la suite de ce premier cycle là, de 30 épisodes, est-ce qu'il y a déjà une nouvelle commande qui arrive? Tu mourras moins bête. Ils attendent de voir comment se passe la première. D'accord. Donc, mais intéressé un peu, si? Mais oui. Oui, d'accord. Non, mais il y a eu des changements à la tête d'Arte, donc c'est des périodes où les choses se figent un peu, donc on attend un peu que ça se stabilise. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui seraient visibles au niveau de vos projets respectifs? Moi, j'en ai un peu parlé. Après, j'ai toujours des courts-métrages un peu à droite à gauche qui me traînent dans la tête que j'aimerais bien faire après. Mais voilà. Mais qui ne sont pas forcément des adaptations de bande dessinée du tout. Ah non, au contraire, justement, quelque chose de très, très personnel. Ça reste quand même, malgré tout, même si c'est un vrai plaisir, ça reste des films de commande de faire une adaptation d'Astérix. Donc, c'est pas une œuvre personnelle. Mais enfin bon, mis à part en fait ce genre d'exemple, pour Persepolis, il me semble qu'en fait pour faire des choses très très personnelles, le format court est très jouissif en fait. C'est ça qui est faire ce que fait Marion, c'est un vrai bonheur quoi de faire ça. Le long métrage, c'est une angoisse en moi aussi de faire quelque chose de court. On sait que le financement est plus simple, donc on peut très vite aller à l'essentiel. Finalement, dès qu'on dépasse un long, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le truc et on perd l'essence du film. Ça peut arriver. Et est-ce que, alors là, je m'adresse aux deux auteurs de bande dessinée, d'autres œuvres seraient potentiellement adaptables ou adaptées? Non. Mais La vie des très bêtes, par exemple, peut aussi prêter. La vie des très bêtes, il y a un studio qui est intéressé et Panique Organique. Oui, bon, on verra. Oui, Louis disait dans la voiture qu'il ne faut pas parler de ses projets, sinon ils ne se font pas. Donc, je ne dis rien. Donc, Émile, tu en as parlé de toute façon par rapport aux Orphelins. Sinon, il y avait Jules, ça fait longtemps en fait aussi, France Télévisions, ils aimeraient bien faire un truc avec Jules, mais moi je voulais pas que ce soit encore un nouveau dessin animé qui se perdrait dans des chaînes de robinet à dessin animé. Alors, je sais pas, il faut peut-être trouver quelque chose d'original. Je sais pas du tout, mais bon, il en était question pendant un temps aussi pour Jules. Sinon, voilà. Mais sinon, les Orphelins, normalement, ça doit se faire. On attend. Et donc, c'est deux métiers différents. C'est vraiment pour moi, c'est encore une fois, c'est voilà, moi je me considère plus comme un écrivain que comme un réalisateur de films d'animation. En fait. C'est chacun doit anime dans sa tête. Donc c'est très différent, je trouve. Donc voilà quoi. Ça n'a jamais été un but en soi. Quoi. Bon, très bien, merci à vous désormais. Et je fais juste une petite demande si j'aimerais que ce livre-là soit adapté. Voilà, il le mérite vraiment. Bah, écoutez, sous quel format, c'est pas. Ah ben alors là, peu importe, hein, ça n'est pas moi. Non, il faudrait surtout faire la vie de Monique et Pinson-Charlot, en faire des personnages, par contre. Non, vraiment, je vous le recommande une nouvelle fois et ça mériterait une déclinaison. Voilà. Vous avez la parole. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de grains à moudre. Allons-y. Bonjour. Une question s'adresse à Marion et Émile par rapport à vraiment à votre trait dans le dessin et l'adaptation en animation. Pour les extraits adaptés de vos travaux, là, Émile, enfin, c'est même pas vos travaux justement, c'est des commandes. C'est votre style qui a convaincu le producteur de vous contacter. Tant mieux. C'est vrai que c'est un peu polissé du coup. Enfin, vous, ce qui fait votre trait, vous, c'est quand même c'est plein et délié, un peu texturé dans les contours qu'on retrouve pas forcément pour des raisons techniques dans les métrages. Donc j'espère que pour les Ourselins, vous allez peut-être vous impliquer davantage
afin qu'on retrouve vraiment. Non, même dans vos couleurs, il y a de grain dans la couleur et dans votre trait qu'on ne retrouve pas. Et ça perd. On reconnaît vos personnages, mais ça perd un peu de son charme. Donc c'est vrai, voilà, vous impliquez davantage la prochaine fois. S'il vous plaît. D'accord, ok, j'ai retenu. Non, mais justement, et quand j'ai appris que, concernant Marion, que le Tu mourras moins bête allait être adapté aussi en animation, j'ai pensé au petit Nicolas aussi, que vous évoquiez tout à l'heure, qui a un style aussi, enfin, c'est pas cerné, c'est vraiment un dessin ouvert, un peu comme le vôtre. En plus, c'est à base d'aquarelle, enfin, c'est vraiment un dessin jeté. Je m'attendais je savais pas quoi m'attendre, et c'est vrai que j'ai été vraiment agréablement surpris, parce qu'on retrouve, ça fonctionne vraiment bien, qu'on retrouve vraiment votre trait, vos strips qui bougent, et c'est vraiment bien. C'est peut-être dû aussi justement à une petite production, j'imagine. Il n'y a pas beaucoup par rapport au long métrage La Grande Guerre. Ça va être une petite production. L'équipe doit être réduite au minimum niveau animation. Donc, est-ce que vous êtes peut-être plus impliqué dans le rendu graphique? Dans le point de vue graphique, dès le départ, comme j'ai fait les Gobelins, je connaissais TV Paint, je savais que c'était un logiciel qui pouvait marcher, j'avais vu des essais, mais j'ai pas dit on va faire sous TV Paint, j'avais dit en gros faites pas de 3D par pitié. Mais côté équipe, oui, c'est des équipes de jeunes animateurs à Folle Image, et ils ont vachement bien bossé. La première qui a travaillé dessus, c'était Émilie Sangin, et elle a un dessin un peu barré comme moi. Elle a quasiment des carnets de croquis un peu semblables. Et donc, elle a bien pigé comment étaient faits les dessins. J'ai dû leur envoyer aussi des vidéos de ma main dessinant les personnages. Et ils se sont entraînés, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est une banane. Oh, si tu fais des trucs. Et non, ils ont pigé et ils ont développé le petit V-Paint pour qu'il y ait des tâches qui bougent, etc., de la matière. Et non, ils ont bien bossé, l'équipe technique. Au niveau graphique, c'est vrai que c'est un peu aléatoire quand même dans vos Mais personnages. il n'y a rien d'aléatoire, non. Tout est réfléchi et pensé. Ça fonctionne vraiment bien. Non, mais je sais pas, je trouve. Que dire Non, mais c'est un dessin comme un autre. Vous avez. Enfin, je sais pas comment me justifier. Est-ce que c'est plus dur à faire? Non, mais ça aurait été ridicule de le faire en 3D ou en vecteur ou quelque chose comme ça. On a déjà vu des exemples de dessins ouverts comme ça. Donne-moi un exemple. Pas. Non, mais je savais quelque part. Moi, mon but n'est pas de. Moi, mon but, c'est de faire l'artiste, de jouer l'artiste et de dire il faut faire ça. Je savais que des dessinateurs 2D sauraient le faire. Après, la production doit se débrouiller avec ça et entrer ça dans leur budget. Ce que je les laissé faire. Ils ont réussi. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à votre remarque, c'est que moi, mon trait, il a été quand même fait pour le papier, il n'est pas fait pour l'animation au départ. Donc ensuite, s'ils arrivent à l'adapter, tant mieux. Mais enfin, c'est pas vraiment mon souci. Moi, je trouve que oui, c'est technique en fait, c'est simplement des problèmes techniques, quoi. Et moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que ça vive, que ce soit vivant. Mais c'est vrai que mon trait sur le papier, il a ce côté un petit peu lâché, un peu granuleux. Ça apporte de la nervosité, mais c'est ce qui peut-être anime un petit peu le dessin sur le papier en 2D, quoi. Mais ensuite, quand il est animé, il est de fait animé. Donc, est-ce que c'est nécessaire que ce soit granuleux? Je ne sais pas trop. C'est vraiment, et puis c'est tellement technique que je ne sais pas si on peut vraiment intervenir. Ils ont essayé de le faire dans Ma Maman, mais bon. Voilà, quoi. Bon, alors, moi, j'aurais beaucoup à dire, évidemment, mais je ne vais pas m'étendre parce que ce serait beaucoup trop long. Mais à tous les trois, d'abord, j'ai une question en tant que diffuseur, qui me taraude vraiment. C'est comment pouvez-vous, vous, les dessinateurs ou les auteurs de bande dessinée, laisser échapper comme ça, sans contrôle, à d'une part vos éditeurs, et alors, a fortiori à des producteurs, ce qui est l'essence de votre travail pendant des mois, voire des années.
Alors, parce que franchement, le petit Nicolas, ça n'est qu'un exemple, mais je pourrais en citer des dizaines, hein, tout aussi ratés, hein, et pitoyables, parce que franchement, c'est catastrophique. Et comment pouvez-vous laisser la main à des gens qui ne connaissent pas les studios d'animation et les producteurs qui vont faire vos séries? Comment ça Mais c'est vrai que les auteurs de BD sont nuls à ce niveau-là. Ils connaissent pas toujours l'animation, et dès qu'on leur propose un dessin animé, ils ont des étoiles plein les yeux, et ils se disent j'y connais rien. Et en plus, il faut voir je suppose les contrats qui doivent être pas très terribles parce qu'ils y connaissent rien. Et très vite, en plus, l'auteur de BD est des fois un peu pleutre. Enfin, franchement. J'ai rien à voir avec tout ça. Non, mais il a du mal à s'imposer, donc il peut se laisser vite submerger par des commerciaux, par des gens qui font écoute, on sait mieux que toi comment ça se fait. Ouais, Très en vite, fait, il y a ça, écoute, il y a beaucoup d'argent en jeu, hein, tu as toute une équipe derrière. Alors, tu vas pas nous faire l'acteur, tu vas pas nous faire Adjani très longtemps, donc tu vas un peu te calmer. Au bout d'un moment, il faut lâcher du lest parce que sinon tu n'auras pas ton film. Donc on se retrouve comme ça, on fait oui, je les embête. Je les empêche d'avancer, il y a beaucoup d'argent, et on est un peu schizo entre, des fois on pète un câble, moi des fois je pétais un câble en disant non, c'est pas comme ça, et après très vite le producteur me disait écoute, c'est pas comme ça que ça se passe, quand tu es auteur de BD tu es tout seul, t'es pas tout seul mais tu as plus de liberté, et là tu as une équipe de 25, donc on doit réapprendre tout un métier. Mais je vais pas vous citer des exemples, mais je pense qu'il y a des auteurs qui sont très très relous. Et il y en a d'autres qui savent C'est pas lourd, et c'est pénible. et j'en connais l'inverse, qui sont tellement paumés qu'ils se retrouvent à tout céder parce qu'ils savent pas, et à dire j'y connais rien, allez-y, et après ils se retrouvent non, c'est vraiment moche. Pour parler de ma maman, en fait, ce qui s'est passé, c'est moi, j'avais pas, au départ, quand il y a eu ce projet-là, étant donné que l'auteur Jean Regnault, en fait, s'investissait en fait dans la coécriture, dans l'écriture de l'adaptation, il était donc co-scénariste. Moi, je lui faisais entièrement confiance, quoi. Enfin, pour moi, c'est. Puis après, au résultat, voilà, j'étais très déçu, et on en a parlé. Sauf qu'en fait, lui, ce qui s'est passé, Jean, c'est quelqu'un de très humble, et lui, il a dit en gros ce que j'avais à dire, je l'ai dit, comme je disais tout à l'heure dans le livre. Et là, j'ai appris un nouveau métier, qui est celui en fait de réalisateur, scénariste pour l'animation, et la personne avec qui il avait travaillé, je crois que c'était Stéphane Bernasconi, et voilà quoi, lui il a l'impression de découvrir un nouveau métier, donc on lui parlait de rythme, on lui parlait de choses qui n'étaient pas possibles en fait, qui ne passaient pas en fait en dessin animé, parce que voilà, des temps morts, tout ça, alors que moi, je suis persuadé que si. Enfin, moi, j'adore les dessins animés justement qui sont un peu contemplatifs. J'aime bien Miyazaki pour ça. C'est plein de poésie. Quand il y a des moments de silence, tout ça. Et là, il n'en était pas question, quoi. Donc, il fallait inventer une autre histoire beaucoup plus trépidante, qu'il l'est pas du tout. Moi, mon point de vue. Mais donc voilà, c'est comme ça en fait. Il y a eu une sorte de quiproquo, quoi. Il y a vraiment un malentendu, quoi. Et c'est comme ça qu'il était. Il était consentant, hein, mais voilà, quoi, il s'est fait embarquer dans un truc. Et puis moi, mon erreur, c'est que je me suis vraiment pas impliqué dès le départ parce que je pouvais pas, j'avais pas le temps en fait. Mais bon, c'est après quand j'ai vu le résultat, c'est là où j'ai commencé à gueuler. Mais c'était trop tard. Là, on vous dit ouais, mais bon, c'est fait, c'est terminé. Et voilà. C'est un peu dommage. Mais... Il peut y avoir aussi un autre cas de figure, c'est que les éditeurs, en amont, avant que la BD soit faite, le plus souvent ils le font, demandent les droits audiovisuels. Et donc, ça admet un intermédiaire supplémentaire avec qui, des fois, on n'est pas toujours très d'accord. Il peut dire « Ah non, mais lui, il a fait du bon boulot, je me suis bien entendu avec lui, mais peut-être que vous auriez préféré travailler avec quelqu'un qui est mieux au niveau humeur que vous, c'est-à-dire pleutre, pareil. » qu'un gros bonnet. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs échelles. Mais je pense surtout que c'est une méconnaissance totale. Et nous, on a l'habitude de travailler tout seul, dans des ateliers sombres. C'est vraiment un truc. En fait, c'est un truc d'ego, quoi. Moi, je pense que, en tant que créateur, jamais je lâcherai quelque chose. Si ça me convient pas, alors là,
lâche pas. Et pour l'histoire de ma maman, Jean, je vous dis, c'est quelqu'un de très humble et pour lui, bah voilà quoi, il n'avait pas à s'imposer, il n'avait pas à imposer son ego. Et je trouve ça, je sais pas comment il a réussi à faire ça, parce que quand même il parlait d'une histoire personnelle en plus. Donc, mais bon, bah voilà quoi, c'était un tel soulagement de l'avoir fait quelque part. Il disait ça aussi. Cette histoire ne m'appartient plus parce que il a fait sa psychanalyse un peu en l'évacuant, et ensuite on pouvait passer à autre chose, donc on pouvait changer l'histoire. Donc c'est un peu plus complexe, quoi. C'est quelque chose de très profond, quoi, si c'est passé. Voilà. C'est là où, en tout cas, moi j'ai réalisé que, alors que vous avez pourtant des exemples dans le passé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas exempt d'erreurs. Hein. Moi, franchement, Mobius, par exemple, il a eu une très mauvaise expérience d'adaptation. Il en a parlé. Bon, et après, vous avez vu tous les ratés qu'il y a eu dans les 20 ou 30 dernières années. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Franchement, c'est pour ça que quand je vous dis ça, c'est vraiment... et j'enfonce le clou. Non, mais bien sûr, on se méfie, voilà, et c'est sûr. Et les éditeurs ne connaissent pas effectivement les producteurs. Moi, la première fois que j'ai vu... encore récemment une adaptation d'un livre, et j'ai dit à l'éditrice que je connais maintenant, j'ai dit mais pourquoi t'es passé par cette boîte de prod, c'est une des plus mauvaises. Pourquoi? Elle m'a dit mais je savais pas. Je dis mais putain, mais renseigne-toi quoi. Ouais. Quand on sait pas, on se renseigne, surtout pour des... en plus, on sait bien qu'entre le long métrage, la série, le court métrage, et vous le disiez tout à l'heure, le court métrage, c'est vrai que c'est bien parce que c'est court, parce que c'est ci, c'est ça, et que d'accord, un long métrage, ça a encore d'autres proportions financières, mais aussi un autre attachement. Aujourd'hui, on fait vachement gaffe au long métrage d'animation. La série, c'est pas l'usine, ça peut ne pas être l'usine. Oui, et surtout quand on part avec de bons producteurs, ça peut être très bien. Oui, et après, bon, je ne vais pas parler de toutes les relations avec les diffuseurs, ce serait beaucoup trop long. Je vais passer la parole à une jeune fille derrière qui a une question à poser. Il faut peut-être nous faire un annuaire de gens cool. Oui, parce qu'on ne le connaît pas, ce milieu-là. Oui. En tout cas, bon, on en tire des leçons, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. Oui. Bonjour. J'aurais aimé savoir si c'était facile d'exporter des projets de bande dessinée franco-belge à l'international. S'il y avait un public, pour moi principalement. Alors c'est que franco-français, Astérix déjà. Quoi Quand ils l'ont présenté à Annecy, ils avaient tout un peu. Comment présenté? Ah oui, non, je dis c'est pas une BD franco-belge. Oui, non, en fait, ça s'exporte, c'est très très drôle. Alors, ce qui a fait notre bonheur, c'est que ça marche quand même essentiellement en France et évidemment dans beaucoup d'autres pays, mais pas anglophones, ce qui nous a permis d'avoir des capitaux. Alors, je parle pognon, mais ça a un impact artistique. On a pu faire toutes les voix originelles en français. Ce qui est toujours un peu compliqué en France, parce que dès qu'il y a un peu d'argent qui vient d'Angleterre ou des États-Unis, c'est bing, il faut tout faire en anglais. Avec des voix un peu connues anglaises dont on a un peu rien à foutre en France. Donc là c'était bien, et effectivement c'est des films qui s'exportent. Alors moi je sais pas trop, mais ils se vendent de l'exporter dans 50 pays, 60 pays, je sais pas quoi. Et effectivement toute l'Europe marche bien, sauf en fait globalement le monde global, sauf tout ce qui est anglophone, ce qui est quand même une bonne partie du monde. Mais en gros, Amérique du Nord, ils connaissent que dalle, enfin ou très peu, à part les initiés. Et puis, mais sinon, toute l'Europe, c'est des films qui marchent plutôt bien. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on peut faire un film un peu ambitieux, parce qu'on a quand même un peu d'argent derrière. Voilà. Merci. Si je puis rajouter un élément par rapport à ça, pour éclairer, c'est qu'à vrai dire, les séries qui sont vraiment d'animation, comme par exemple, je pense à Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, ça ne se vend pas. Hein. En dehors de la France, la Belgique, de quelques pays, ça ne se vend pas. C'est très français. Ouais. D'accord. Après, le problème, effectivement, des anglo-saxons, comme tu viens de le dire, moi, ça me rend dingue. Mais il faut se battre, hein, il faut résister. Hein. Il faut résister parce que même quand vous faites des productions en France, certains producteurs ont le culot de vous demander d'enregistrer en anglais. Ah oui, bien sûr. Ah, non, mais il faut dire non, quoi. Il faut s'insurger, sinon, parce que soi-disant, les Anglais supportent pas les doublages. Oui, un Monstre à Paris, c'est des films qui ont été tournés en anglais. Voilà, c'est ça. C'est qu'eux ne supportent pas de voir. Alors que les gosses américains, franchement, je pense qu'ils font encore moins attention que les gosses français
pour savoir si les labiales sont exactement les bonnes. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ça engendre, à leur décharge, ça engendre un changement d'acting. C'est-à-dire que les animateurs, ils vont entendre la voix française, ils vont pas faire bouger leur personnage de la même manière qu'une voix américaine qui est plus musicale. Et c'est pour ça que je voulais pas d'ailleurs une voix américaine pour le film, d'autant plus que c'était des dialogues d'Astier et en même temps enregistrés par lui. Et c'est sûr que ça change complètement le film. On l'aurait tourné en anglais, même américain, parce que ça aurait été tout autre. Mais en tous les cas, même pour répondre à ça, sur les séries anglaises, américaines surtout, canadiennes, sont très importées en France sur les chaînes. Vous pouvez les voir. Les séries françaises sont très peu exportées, je veux dire, très peu exportées. Et on nous demande à ce moment-là de demander aux auteurs d'avoir une écriture internationale, c'est super drôle, si on veut exporter des séries françaises. C'est là où les problèmes commencent, effectivement. Ouais. Mais c'est pour ça, moi je pense de la même façon que tous ces films d'animation et dessins animés qui ont beaucoup de succès, un succès mondial, que ce soit les Simpsons ou South Park, c'est des gens qui s'amusent au départ et ils n'ont pas de contraintes, on leur demande rien. Et je pense que c'est comme l'histoire des séries en France. En France, on a fait que des séries de merde pendant des années parce qu'on avait des cahiers des charges incroyables et voilà, et personne n'a cherché à s'amuser, à faire quelque chose d'original, à choquer, enfin à faire avancer un peu le schmilblick. Alors que les Américains, ils s'amusaient, ils faisaient, je sais pas, enfin quand on voit toutes ces séries qui sont apparues dans les années, au début des années 90, on voyait bien quoi que c'était, ils se donnaient, je sais pas, ils se permettaient une liberté quoi qu'on nous on se donnait pas. Bah, c'est pareil pour l'animation, il faut qu'on s'amuse et quand on s'amuse, je pense que ça s'exporte et puis il y a pas de souci quoi. Enfin même si parce que cette idée franco-français, oui ça existe c'est vrai, mais peu à peu tout ça, depuis la mondialisation, tout ça, on commence à avoir un petit peu les mêmes références humoristiques et voilà quoi. Ouais, peut-être américaine, mais à mon avis aussi teintée de voilà quoi, parce que quand on voit un truc comme South Park, c'est pas que de l'humour américain. Il y a un humour très trash qui vient d'un peu partout quoi. Enfin bon voilà. Ouais, mais enfin ça a été quand même diffusé, puis ça s'est fait reconnaître. Enfin, il y a une reconnaissance quand même en fait. Ouais. Oui, je voulais poser une question à Louis Clichy, parce que tout à l'heure, très modestement, il a dit que c'était un travail de commande, mais il n'a pas du tout parlé du plaisir de réalisateur qu'il pouvait avoir à adapter une bande dessinée. J'aimerais bien l'entendre là-dessus, c'est-à-dire sur la part propre de création qui est celle du réalisateur à partir d'une bande dessinée aussi connue qu'Astérix. Si, c'était un plaisir parce qu'on n'y va pas en se disant que. Enfin, quand je dis que c'était une commande, il n'y a rien de péjoratif. Une commande peut être très jouissive et en l'occurrence, c'en était une. Non, moi je vous ai dit, j'ai connu Astérix par les dessins animés qui sont quand même assez. Il y a du bon et du mauvais dans les dessins animés. Moi j'adorais les 12 travaux d'Astérix qui passaient au moins 4 fois par an. Mais ceci dit, je le trouvais très bien fait et j'ai encore revu pour celui-là. Je trouvais qu'il y avait comme ils n'avaient pas trop de ronds, ils faisaient des choses assez minimalistes et il y a des choses très très bien. Et moi, ce qui me plaisait avant tout, c'était aussi le travail avec Alexandre Astier, c'est quelqu'un que j'aimais bien et je savais qu'il allait être garant d'un certain ton parce que je sentais aussi que l'univers d'Astérix c'était très comme une icône, comme un peu Mickey Mouse. C'est des icônes qui étaient un peu sarcastiques au départ et puis qui sont devenus une icône de grosse boîte et au final tout le monde a un peu peur de se dire faut pas lui faire ça, faut pas lui faire ci et c'est vrai que les dernières adaptations d'Astérix, que ce soit de la BD ou des films et je mets celui d'Alain Chabat à part, je trouvais que c'était pas ce qui me plaisait, donc il y avait quand même un challenge là-dessus que je voulais très modestement relever avec Alexandre Astier. Et puis voilà, moi je trouve qu'il y avait des choses, c'est ce que je disais, je trouve que c'était aussi remettre des choses qui me plaisaient. C'est un peu nos Marvel à nous, Astérix et Obélix, ils ont des super pouvoirs. Il y a des choses comme ça qui me plaisaient. Et puis le thème me plaisait. Et après, j'ai été très. J'ai vraiment pas pensé. Vraiment à me dire que j'allais adapter la plus grosse BD en Europe parce que sinon on fait plus rien, on est complètement frisé et justement on ne fait plus on n'ose plus les choses, donc je pense que j'ai mis un peu de ça de côté, on a mis ça de côté pendant 3 ans et puis on a essayé d'avancer là-dessus. Mais ça a été très très agréable avec beaucoup de travail d'animation. Moi je suis animateur à la base, vraiment le mouvement et le jeu d'acting c'était des choses qui me plaisaient, j'avais
directeur d'anime, Patrick Delage, qui a été chez Disney, qui est venu avec moi chez Pixar pendant mes 3 ans. Donc on avait vraiment on avait un désir de travailler ces personnages-là et de les faire exister d'une bonne manière. Voilà. Oui, moi, je voudrais rajouter une question. Dans l'exemple que vous nous avez donné tout à l'heure du développement de l'ouverture de l'album, c'était quoi la part de la liberté de création que vous aviez dans le contrat? Dans le contrat? Oui, dans le contrat d'adaptation du Domaine des dieux. Alors je ne sais pas. Je pense qu'enfin, il y avait adapter, c'est forcément y mettre sa patte, c'est forcément y mettre ses envies. Moi, j'ai mis des choses très conscientes que je sais être les miennes et que j'aime bien. Il y a des choses très inconscientes que j'ai dû mettre, et tant mieux, parce que je pense que quand on ne gère pas tout, quand on réalise. Mais l'idée, c'était de se dire qu'on allait quand même garder la trame de l'histoire et l'enrichir. Elle avait un développement, je ne vais pas raconter l'histoire, mais elle avait un développement assez naturel. C'est-à-dire qu'on a poussé le bouchon un peu plus loin que ce qu'il y a dans l'histoire, mais ça nous servait énormément pour raconter cette histoire, et ça aggravait finalement la situation. C'est vrai qu'un album... Tout ça, c'était autorisé par le contrat? C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué dans le contrat. À un moment, c'est un accord. Après, il faut qu'il y ait une validation de certaines étapes par les ayants droit, comme on les appelle. Mais en même temps, ça se négocie. C'est-à-dire comment s'ils disent qu'ils n'aiment pas, on en parle. Et c'est ce que je disais. On en a toujours parlé. On a toujours obtenu gain de cause. Et il n'y a jamais eu de moment où on s'est dit on va pas pouvoir le faire et ça va nous embêter. Et quand je vois le film aujourd'hui, je me dis que je me suis mis mes propres limites et on n'a pas eu les limites des ayants droit. On a été assez libre par rapport à ça. Non, c'est quand même pas assez. C'est quand même pas à ce point. Je pense que c'est très différent. Par exemple, on va aller l'adaptation des nouveaux auteurs. Là, je crois qu'il y a un nouvel album qui sort aussi, qui continue à faire des albums. Là, je pense que j'imagine les ayants droit en lisant les livres. J'imagine les ayants droit beaucoup plus présents dans la création, parce que je pense qu'on est sur le même médium, c'est-à-dire qu'ils refont des BD, mais sauf que c'est plus les auteurs originels. Et là, je pense qu'ils sont très regardants, ils font très très attention, et je pense qu'Uderzo continue à être très 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 vigilant par rapport à ça. Mais finalement, sur un dessin animé, un film d'animation, on a eu quand même beaucoup de liberté, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'une grande marque comme ça. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter. Oui? Non? Merci à tous les 4. Merci. Merci à vous. Merci.